Bonjour, je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Après un master au sein d'une école de commerce, Vianney se lance dans un voyage exploratoire depuis la France jusqu'aux confins de l'Asie centrale. La colonne vertébrale de ce projet est la suivante. Il se déplacera en autostop et dormira chez l'habitant. J'ai tout de suite compris que le lien était la pierre angulaire de cette aventure. Dépendre des autres pour se déplacer et pour se loger, c'est voyager au cœur de l'humanité. C'est vivre la rencontre simple et dénuée de toutes nos habitudes quotidiennes. C'est découvrir une nouvelle modalité de la relation, pas forcément facile, avec des personnes inconnues qui ne nous ressemblent pas du tout. Visiblement, ça remet les idées en place. Leçon d'humilité et de décentrage, ça, c'est fait. Et oui, car se prendre refus sur refus, attendre des heures qu'une voiture accepte de bien vouloir nous prendre, et être tout simplement en position permanente de demande, nous ramène de façon implacable à notre ego, le chef de bande. Plus qu'un voyage en solitaire, il s'agit d'un projet plus grand que lui. Et comme beaucoup de projets, Vianney nous parle de ce qu'il a transformé, de ce que cela a généré en lui et avec les autres. Comme entre autres, l'écriture de son livre qui raconte, à travers ce voyage, sa quête. Livre qui sera dans vos librairies le 17 janvier 2024. Et oui, rien que ça. Alors c'est le moment d'écouter son témoignage et d'entendre ce qu'il y a à entendre pour vous. Personnellement, j'ai compris que chaque projet porte sa question, sa quête et est une façon de s'exprimer. Chaque projet déclenche une transformation, des ajustements et même parfois des révélations. Donc moi je m'appelle Vianney, je viens d'avoir 26 ans. Et dans la vie en ce moment je suis aventurier écrivain, donc c'est-à-dire que j'écris sur une aventure que j'ai vécue récemment. Pourquoi est-ce que tu témoignes aujourd'hui sur ce qui nous lie et est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi ? Alors moi j'ai été très touché par ton podcast. Ce qui nous lie pour moi ça a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à travers cette aventure, qui est évidemment une aventure personnelle, mais j'ai trouvé aussi une aventure humaine à travers toutes les rencontres et toute l'humanité que j'ai pu côtoyer en fait. Et c'est une dimension hyper importante pour moi, ce qui nous lie, c'est en fait tellement important. On va revenir un petit peu en arrière, si tu es d'accord. J'ai envie de te demander d'où tu viens et de quel univers familial tu es issu. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors moi j'ai grandi dans une famille internationale, donc on a été expatriés pendant plusieurs années. Et ensuite mes parents se sont installés à Nantes et j'ai 3 frères et sœurs. Et voilà, donc une enfance plutôt belle et tranquille, on va dire. Ce goût pour l'aventure et donc pour toutes ces incertitudes, si je peux les appeler comme ça, aussi loin que tu t'en souviennes, est-ce que tu l'as toujours eu ? Tu dirais quoi ? Je pense que j'ai toujours eu cette envie d'aller plus loin et de me challenger. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure des expériences. Et je pense que l'expérience marquante pour moi, ça a été quand j'avais 14-15 ans. Ma sœur m'a proposé un jour de faire la Loire en radeau. Et du coup, ça, c'était une première expérience folle où en fait, voilà, ça a duré 3 jours, mais c'était 3 jours trop chouettes d'aventure. Et pour moi, ça a un peu démystifié tout ce côté, voilà, il faut vraiment préparer avant de partir, il faut s'y connaître, etc. Donc là, je me suis rendu compte que non, en fait, il fallait juste partir. À la fin de tes études, donc tu pars 6 mois en Amérique centrale et c'est ta première expérience de voyage en solitaire. Qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là quand tu pars ? Au départ, je suis parti au Costa Rica pour surfer avec des copains, donc c'était plus un prétexte pour partir. Et ensuite, voilà, j'ai continué pendant les mois qui ont suivi, du Costa Rica jusqu'au Mexique, à pied en stop. Et ça a été un peu ma première expérience de plusieurs mois tout seul.
qui a été hyper difficile au départ. Mais en fait, chaque jour, j'appréciais de plus en plus cette forme de voyage et la rencontre, ça me forçait un peu à vivre au quotidien. Et ouais, je pense que cette expérience m'a forgé pour la suivante. Parce que tu rentres du coup de ces 6 mois de voyage et c'est le début de ton alternance. Et cette alternance va durer 1 an. Et pendant cette année d'alternance, tu comprends progressivement que toi, ton désir, c'est d'organiser ta vie professionnelle, entre autres, autour du domaine du sport, du voyage. Tu ignores en fait quelle forme ça va prendre, mais tu as l'intuition que c'est ça ton cap. Puis l'envie de repartir en voyage se fait ressentir et c'est là que ton projet naît. Qu'est-ce qui te vient comme idée ? Alors, du coup, effectivement, je suis rentré à la voile du Mexique. 4 jours après, j'ai enchaîné avec une alternance, donc vraiment, j'ai eu aucune transition. Et pendant toute cette alternance est née effectivement cette envie de faire un voyage un peu ambitieux en allant à la rencontre des gens. Et j'avais un peu cette forme de fascination complètement irrationnelle et pas du tout explicable d'aller vers l'Est, donc un peu sur la route de la soie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpellait beaucoup et j'avais cette forme d'intuition que c'est vers là-bas qu'il fallait que j'aille. Je me disais juste que à la fin de mon alternance, hop, je prendrais quelques mois pour faire ça. Quelle est la colonne vertébrale de ce projet de voyage ? Tu sais que c'est là que tu vas aller, tu sais pas comment ça va s'organiser, Je pense que Qu'est-ce que tu dirais, ouais. la colonne vertébrale, c'est vraiment la dimension aventure. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît énormément. Et du coup, pour moi, c'était inconcevable d'y aller en avion, par exemple. Parce que j'ai trop besoin que le voyage en lui-même soit l'aventure, que la finalité ne soit pas la destination. Ce qui lie tous mes voyages, c'est cette dimension de vraiment vivre le voyage pleinement dans un cheminement intérieur, en allant à la rencontre de l'autre, mais en rencontrant l'autre, on se rencontre aussi soi-même. Et qu'est-ce que tu décides alors justement ? Quelle forme tu donnes à ton voyage ? Quel va être ton moyen de transport Et voilà, qu'est-ce que tu... Ouais, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me disais, j'ai évidemment des convictions écologiques comme beaucoup de jeunes de mon âge. Donc je vais essayer de trouver un moyen un peu différent d'y aller. Donc j'ai réfléchi au train, j'ai réfléchi au vélo, j'ai réfléchi à plusieurs manières. Et en fait, celle qui m'a le plus plu et qui était le plus en phase avec ma philosophie, en fait, c'était l'autostop. Parce que j'étais obligé d'aller à la rencontre des gens. Enfin, en autostop, c'est le concept. Donc en fait, on rencontre les gens, qu'on le veuille ou non. Et pour me challenger encore plus, je me suis lancé comme deuxième défi de ne jamais dormir en hôtel ou en auberge. Et donc toujours loger chez l'habitant. Et ça, du coup, deuxième grosse prise de risque. Et en même temps, ça met une dimension complètement différente au voyage. Et c'est ça qui m'a énormément porté pendant tout le voyage. Comment ton itinéraire pendant ces mois de voyage va se construire ? Qu'est-ce que tu décides ? Alors, l'itinéraire en lui-même est resté très flou jusqu'au départ, en fait. Je savais juste que je voulais atteindre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, donc un peu toute cette région du monde d'Asie centrale. Et donc l'itinéraire, en fait, il était assez flexible. C'est-à-dire que je demandais, par exemple, aux gens qui prenaient en stop, quel itinéraire est-ce que vous me conseillez ? Est-ce qu'il y a des coins par lesquels il faut que je passe absolument ? Donc ton envie, elle est là. Ça y est, elle se dessine petit à petit, même s'il y a une forme de flou que tu gardes de manière volontaire. Tu as les grands contours de ton aventure se tissent, se construisent. À quel moment tu commences à en parler à ton entourage ? J'en parle en fait assez tôt, étonnamment, parce que je reviens de voyage. Donc je reviens de voyage en juillet et en septembre j'ai déjà cette envie. Mais du coup j'en parle un peu en disant dans 1 an je vais partir, je sais pas encore très bien où et comment. D'accord, donc tu formules juste ton envie, tu vas pas plus loin. Ouais. Tu la formules à qui en premier, tu te souviens ? Je pense que je la formule à ma famille, à mes parents et mes frères et sœurs. Et ensuite à mes amis d'école qui, eux, évidemment, se posent aussi plein de questions sur leur avenir. Et du coup, évidemment, on parle de ces choses-là. Et alors, quel souvenir t'en gardes, justement, de cette première fois où tu formules ton projet à d'autres ? C'est plus que toi et ton aventure, c'est aussi une façon
Enfin, s'il se passe quelque chose de différent quand on parle de nos projets qui nous tiennent à cœur aux autres, quel souvenir tu gardes de ce moment-là ? Je garde un bon souvenir parce que je pense que j'étais très enthousiaste et je me rendais pas forcément compte de tout ce que ça allait impliquer. Évidemment, un peu d'appréhension parce que on sait jamais comment les autres vont réagir. Et surtout quand on se lance dans un projet un peu différent, on a toujours un peu peur du regard des autres. Donc voilà, un petit peu d'appréhension, mais je pense que ce qui primait, c'était vraiment l'excitation de me dire allez, let's go, je m'autorise à faire ça et ça va être trop bien. Alors évidemment, ton entourage, il n'a pas forcément la même perception du voyage que toi, ni même le même amour pour, tu vois, l'aventure. Donc les réactions diffèrent, les projections affluent, les avis s'expriment. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là, voilà, quand tu peux te confronter aussi au regard des autres, quoi, sur ton envie ? Ouais, carrément. Surtout que voilà, à ce moment-là, je suis en master en école de commerce, donc il y a quand même toutes ces injonctions de il faut très vite trouver son CDI, très vite gagner sa vie. Et du coup, c'est vrai que quand je formulais ce désir, j'avais évidemment des amis qui m'encourageaient et qui me disaient vas-y, fonce, c'est trop bien, t'as trop raison. Et il y avait voilà, d'autres personnes qui étaient un peu plus réservées en se disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Enfin, il n'y a rien à faire. Et qui aussi voilà, projetaient leurs propres peurs, je pense, sur moi en disant mais ça veut dire, enfin voilà, comment est-ce que tu vas justifier ça sur ton CV ? Est-ce que tu vas retrouver un job derrière, etc. Donc il y a un peu toutes ces incertitudes et ces peurs qui sont quand même là. Mais je dirais que moi j'étais assez convaincu de mon choix et du coup je les ai un peu ignorés, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, quel effet ça a sur toi et justement dans ta relation avec les autres. Tu vois, ce moment un peu délicat où toi, tu as quelque chose qui te tient très à cœur, tu es convaincu de quelque chose, tu vois, de ton projet, et puis tu peux te confronter effectivement à une forme de réserve de la part de certains. Oui. Qu'est-ce que ça change dans tes relations avec les autres ? Alors ça dépend des cas de figure. Je dirais que dans certains cas, ça renforce les liens. Parce que voilà, je pense qu'au fond de nous, on a tous envie d'être entouré de gens qui osent vivre leur projet et aller au bout de leurs aspirations. Et donc je pense que mes amis très proches, ça nous a beaucoup rapprochés, on en a beaucoup parlé. Et dans d'autres cas où voilà, je pense que les gens qui n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit, eux, je pense que ça nous a un peu éloignés. Mais au final, tant mieux, parce que du coup, c'est voilà, des gens qui ont choisi un parcours de vie un peu différent, et du coup, c'est plus difficile de créer du lien quand les choix de vie sont très différents. Les réactions des autres lorsqu'elles concernent une envie, un projet qui nous tient à cœur, qu'on a dans la peau, ça peut nous bousculer, ça peut nous ébranler, évidemment. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une étape, tu vois, nécessaire, qui permet aussi de revenir à l'essence, tu vois, de notre choix et à ce fameux pourquoi, qui est finalement un peu à l'origine de tout et qui devient aussi notre boussole, quoi, intérieure pour la suite. Ouais, c'est clair. Je pense que en fait, les gens vont mettre le doigt là où ça fait mal, parfois en posant des questions un petit peu parfois difficiles à entendre. Typiquement, moi, les questions qu'on m'a posées, c'était mais Vianney, tu vas y aller en plein hiver, tu vas galérer, quoi. Genre, il fait -20 là-bas en plein hiver. Voilà, des petites choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et effectivement, le fait d'être testé comme ça avant de partir, pour certains, ça va tuer leur rêve. En disant, non, en fait, j'y vais plus, j'avais pas du tout compris tout ce que ça allait impliquer, donc j'abandonne. Et moi, dans mon cas, ça m'a renforcé, en fait, en me disant, plus je savais que ça allait être dur, plus j'avais envie de le faire. En fait, ça renforçait mon désir en me disant, ouais, c'est vrai qu'en fait, ça va être galère. J'avais pas trop anticipé ça. Et en même temps, il y avait cette excitation de dire, je vais galérer, mais c'est ça que je recherche, en fait. Ouais, ce qui te revient, toi, finalement, c'est ce goût, cette affinité que tu as pour, finalement, l'incertitude, quoi, et ne pas savoir où tu vas te retrouver et ce que ça va produire en toi, quoi. Exactement, je pense que, voilà, dans ma vie, j'ai beaucoup de monde de ma vie recherché la sécurité, la certitude, etc. Et en fait, de plus en plus, je me force à être à l'aise avec l'incertain. Et voilà, je pense que les plus belles expériences que j'ai vécues, c'était quand j'ai accepté de lâcher prise complètement. Et voilà, je pense que c'est un vrai travail. Je dis pas que c'est agréable, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement d'être dans le flou et l'incertitude. Mais je pense qu'en fait, en étant à l'aise avec ça,
on s'enlève pas mal d'épines du pied. Donc 27 septembre 2022, c'est la date de ton départ, si je ne me trompe pas. Il y a pile un an presque. Ouais. Tu seras a priori rentré pour Noël. En tout cas, c'est c'était l'objectif. Tu prévois. D'où pars-tu, en fait, ce 27 septembre ? Au départ, je pensais partir de Paris, là où j'habite. Et finalement, j'avais l'anniversaire d'un de mes meilleurs copains dans le sud. Et du coup, je me suis dit que je pouvais pas louper ça, donc j'ai repoussé le départ d'une semaine. Et voilà, et du coup, je suis parti dans une forme d'élan, parce que voilà, c'était un énorme week-end d'anniversaire qui donne trop la pêche et qui m'a lancé dans cette aventure. Et comment tu te sens alors ce jour où tu quittes le lieu de la fête, quoi, et ça y est, c'est parti. Donc il faut bien que tu trouves ta première voiture pour... ta première étape, ce sera à Nice, il me semble. Ouais, exactement. Ouais. Donc en fait, évidemment, les jours précédents, j'ai un petit peu d'appréhension, de stress, d'incertitude. Voilà, je sais pas trop dans quoi je me lance. Évidemment, il y a beaucoup d'excitation que j'ai du mal à canaliser aussi. Et en fait, au moment où je passe le portail de la maison, hop, tout s'envole. Et là, je me sens hyper léger. Comme si voilà, tout s'était envolé. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Et en fait, hyper rapidement, j'ai une première voiture qui s'arrête. Un certain Mathias, avec un petit accent marseillais qui fait plaisir et qui me régale avec du bon reggae et tout. Et donc, on s'entend direct hyper bien. Je lui raconte mon projet. Il me dit, mais mec, incroyable. Du coup, en gros, je suis la première voiture de plusieurs centaines qui vont t'emmener jusqu'en Asie centrale, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et du coup, lui, il était trop à fond et on s'est direct très bien entendu. Et en fait, voilà, c'est bête, mais si la première voiture se passe bien, tu te dis que ça peut bien se passer aussi pour toutes les suivantes. Ouais, bien sûr. Ce choix que tu fais de te déplacer en autostop, c'est à la fois un moteur au sens propre, d'ailleurs, comme au sens figuré, mais c'est également, du coup, ce qui peut te ralentir et clairement t'abattre aussi moralement. Comment tu la vis, toi, dans ton quotidien, cette expérience justement de dépendre complètement des autres pour avancer, quoi, pour te déplacer ? Oui, l'autostop, c'est vraiment, je pense, un des moyens de transport les plus ingrats qui existent sur Terre. Ouais. En fait, tu peux vraiment attendre des heures, dans des conditions météo qui sont pas toujours agréables. Et en même temps, un des sentiments les plus accomplissants quand tu rencontres un conducteur qui direct est souriant et direct te prend et avec qui tu arrives à créer du lien. Enfin voilà, tu vis quelque chose d'hyper fort avec quelqu'un pendant plusieurs heures, donc tu partages un peu un moment hyper éphémère avec aucun enjeu. Donc en fait, tu peux totalement être toi-même, les deux personnes sont elles-mêmes et en général, très vite, on arrive à avoir une discussion assez belle et assez profonde. Et les gens, parfois, en fait, ils sont hyper heureux d'avoir juste quelqu'un avec qui parler pour un long trajet. Donc en fait, c'est surtout eux qui me rendent service en me prenant. Mais voilà, il y a aussi ce côté où je pense qu'il y a beaucoup de conducteurs qui étaient hyper contents de pouvoir partager des choses, ou même des problèmes, des galères qu'ils ont pu avoir, etc. Et donc en fait, j'avais pas forcément réalisé cet aspect-là avant de partir, que ça allait créer autant de liens, en fait. La rencontre, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment une des grandes découvertes du voyage. Il y a une personne en particulier que tu gardes en tête Alors, il y en a plein, hein, mais une que je garde particulièrement en tête, c'est en Géorgie où je galérais évidemment comme d'habitude à me faire prendre en stop. Et là, je tombe sur deux filles qui s'arrêtent. Et en fait, j'ouvre leur... elles me disent où tu vas. Donc je dis Tbilissi, la capitale. Elles me disent vas-y, monte et tout. Et là, je monte et je vois des bâtons de randonnée, des sacs de rando, du matos d'alpinisme, etc. Et là, je me dis, mais trop marrant, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes partis à la montagne et tout. Elles me font, ouais, on est guide de haute montagne. C'est notre job. Et là, on revient d'une excursion. Et elles me disent, d'ailleurs, demain, on repart, on a de la place, donc si t'es chaud, viens avec nous. Évidemment, moi, j'avais rien à faire, j'étais hyper dispo. Et du coup, je suis parti avec elles le lendemain. Et en fait, on s'est trop bien entendu. Et après, une des deux m'a accueilli pendant 10 jours chez elle. Et on est reparti se faire des petits sommets dans le Caucase en Géorgie. Et ça, c'est une rencontre de fou parce qu'en fait, ça me permet de vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre autrement. D'avoir un peu une guide de haute montagne qui te prend sous l'aile et qui te fait voir des paysages incroyables, ça arrive jamais, quoi. Ouais, bien sûr.
Et quand tu dis justement que c'est le moyen de transport qui porte une forme d'ingratitude et que, tu vois, qui te plonge aussi un peu dans une forme de galère, d'attente, du coup, tu te retrouves un peu face à toi-même. face à toi-même et aussi à, j'imagine, à tout ce que tu peux ressentir en te disant mais pourquoi ils me prennent pas Ouais. C'est quoi la dark face, tu vois, qui remonte dans ces moments-là pour toi? Ouais, je pense qu'on a tous une dark side, Ouais, et moi le premier. Et en fait, l'autostop, ça te lisse ton ego. Enfin, en fait, on a tous ouais, un ego en mode, j'ai de l'importance, j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, etc. Et en fait, l'autostop, ça te remet un peu à ta place en mode, mec, genre juste, pour les gens, t'es rien, quoi. Donc juste, reste bien calme. et, et je trouve que c'est ça qui est trop fort en autostop, c'est que ça te crée une humilité de fou que tu peux pas développer autrement, en fait. Parce que là, juste, t'es confronté tout le temps au rejet. Et pareil, quand je me faisais accueillir chez l'habitant, pour une personne qui m'a accueilli, il y en avait 10 ou 15 qui me refusaient. Enfin, moi, j'ai appris du coup à complètement me détacher du refus et de plus du tout voir ça comme quelque chose de négatif, mais juste comme, bah voilà, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Et en fait, déjà, les gens sont déjà incroyables de te prendre en autostop, etc. Tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde t'ouvre ses portes en grand, que tout le monde te prenne dans sa voiture, etc. Donc je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et typiquement, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pendant ma recherche d'éditeur de livres, où évidemment, je me prenais des refus assez régulièrement. Et ça m'a juste appris à pas me laisser abattre, quoi. C'est genre, oui, c'est un refus, c'est pas grave, quoi. Ouais, donc en fait, ça enseigne aussi des choses pour la vie après, quoi, pour la suite du totalement. parcours, quoi. Ne serait-ce qu'en termes d'humilité et aussi un peu de résilience, de dire, genre c'est dur, mais je puise. Et je pense que voilà, ça développe des qualités humaines qui sont difficiles de développer autrement. Ouais, puis dans la relation, ça fait peut-être aussi prendre conscience que c'est pas toujours instantané, quoi. Que ça peut prendre du temps. Ouais. Ouais, c'était assez binaire, quoi. En général, c'est soit les gens, ils sont hyper ouverts, hyper sympas, et ils veulent vraiment t'aider, et du coup, ils font tout ce qu'ils peuvent pour t'aider, et vraiment, genre, ça, c'est incroyable. Soit les gens sont directement fermés, et là, faut juste respecter, et ne pas leur en vouloir, en fait, et comprendre qu'en fait, ça fait partie de la démarche. Mais évidemment, parfois, ça vient un peu heurter sa sensibilité en disant, mais mec, t'as 4 places dans ta voiture, tu vas exactement dans la même direction que moi. Genre, pourquoi tu t'arrêtes pas, quoi? Il y a qu'une seule route. Enfin, si tu me prends pas, c'est juste que... Enfin, c'est trop dommage, quoi. Mais bon. Ouais, bien sûr. Ouais, donc c'est un vrai voyage au cœur de l'humanité et dans les des bons comme les différentes mauvais réactions côtés. que peuvent avoir les gens aussi. Dans les bons comme les mauvais côtés. Ouais, bien sûr. Mais surtout les bons, je dirais. Enfin, moi, j'ai été agréablement surpris par l'ouverture et la générosité des gens. Comment tu vis, toi, l'éloignement pendant tout ton voyage avec ton entourage? Je le vis plutôt bien. Voilà, dans ma vie, j'ai été beaucoup éloigné de ma famille parce que j'ai étudié en Angleterre pendant 5 ans. J'ai fait plusieurs voyages, etc., plusieurs stages à l'étranger. Du coup, je suis très proche de ma famille par le cœur et par la pensée. Et quand on se voit, on passe vraiment des moments incroyables ensemble. Mais voilà, je ressens pas le besoin de les avoir proches de moi tout le temps. Et en fait, parfois, je suis hyper heureux de vivre mon expérience de mon côté et aussi d'accepter cette solitude qui, moi, me fait beaucoup de bien en tout cas. D'accord. Est-ce que tu décides en partant de garder le lien par téléphone, je sais pas, les réseaux sociaux, WhatsApp, je sais pas. Est-ce que tu as une idée en tête de la façon dont tu vas garder le lien? Est-ce que tu dis je coupe tout pendant 4 mois et demi? C'est quoi ton état d'esprit vis-à-vis de ça? Je suis convaincu que pour que le voyage soit intérieur, il faut être capable de prendre des distances par rapport à toutes ces injonctions et tout ce qu'on peut recevoir dans le visage quand on a une vie normale, que ce soit WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, des réflexions des gens, etc. Et voilà, la seule chose que j'avais, c'est effectivement, j'avais créé une liste de diffusion WhatsApp où j'avais ajouté tous les gens dont je suis proche, donc avec quand même pas mal de monde, avec 200-300 personnes. Et tous les 10-15 jours, j'envoyais une petite update, coucou les gars, là je suis en Macédoine, ça se passe trop bien, j'ai été pris par telle et telle personne, mes épreuves du moment, c'est ça, ça, ça et ça. Et j'envoyais quelques photos pour que les gens puissent un peu visualiser.
Mais j'attendais pas de retour de leur part. Enfin, c'était vraiment juste en me disant, déjà pour me sentir un peu moins seul. Et aussi, c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire, du coup, pas mal. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire et que j'avais des retours hyper positifs sur ce que j'écrivais. Donc, je regardais les premiers messages, c'est évidemment des choses hyper simples où je décrivais un peu ce que j'avais fait, par où j'étais passé, etc. Et au fur et à mesure, je prenais de plus en plus de plaisir à écrire vraiment bien ce que je vivais et en allant un peu plus en profondeur avec les ressentis, les rencontres, etc. Et en fait, là, j'ai eu énormément de retours hyper positifs qui me disaient, mais Vianney, c'est trop beau ce que tu écris, continue, quoi. Mmh. Et donc, c'est là où à mon retour, j'ai un peu eu ce petit déclic en me disant, là, j'ai plein de notes, est-ce que j'en ferais pas quelque chose de chouette? Ouais, ça a commencé de manière très simple, juste pour donner des nouvelles et raconter, quoi, partager. Et puis ça a ouvert sur un projet bien plus grand. Exactement, mais que j'avais pas du tout anticipé avant de partir. Ouais. Enfin, à aucun moment je suis parti avec l'ambition d'écrire quoi que ce soit. Et je pense que c'est justement ça la force de ce livre-là, c'est qu'il est hyper authentique et hyper spontané. Et voilà, j'ai repris toutes mes notes de voyage. Et il n'y a pas du tout d'anticipation du projet en amont, de script qui a été fait, etc. Donc c'est vraiment tel que je l'ai vécu, tel que je l'ai ressenti. Brut, ouais. Bon, retravailler évidemment pour que ce soit digeste. Ouais. Mais et tant mieux. Ouais. Donc tu te coupes un peu des réseaux sociaux volontairement parce que c'est pas ton truc et que c'est pas ce qui te nourrit particulièrement. Est-ce que tu as certains de tes proches de temps en temps au téléphone ou des amis ou... Et si oui, est-ce que tu as l'impression que quand on est comme ça, loin, un peu au bout du monde, dans des conditions un peu extrêmes, atypiques, on se parle de choses différentes ou ça reste très simple et très ordinaire? Tu dirais quoi? Est-ce que ça change, tu vois, la façon dont on se parle? Ouais, le lien. Bah écoute, de mon expérience, évidemment j'appelais des amis et des proches régulièrement. Enfin voilà, parfois j'avais des trajets d'autostop où j'étais dans un camion pendant 10 heures d'affilée. Et donc évidemment tu parles avec le conducteur, mais il y a un moment où voilà, au bout de 2 heures, t'as un peu fait le tour. Et du coup là j'avais un peu de temps et j'en profitais pour appeler des gens, soit pour écrire, soit pour appeler des gens. Ou écouter des podcasts. Très bien, parfait ça. Et du coup, quand j'appelais des gens, effectivement, il y avait ce côté où t'entres beaucoup plus rapidement dans le dur et dans le profond de ce que tu vis. Parce qu'en fait, la première question qu'on te pose, c'est comment ça va, ton moral, comment est-ce que tu vis ton expérience. Et du coup, en fait, très vite, tu te confies, tu te livres, et donc ça, évidemment, ça renforce le lien. Et l'autre va ressentir des choses et va faire des parallèles avec ce que lui vit. Et du coup, je trouve que la qualité de la discussion est encore plus belle et plus forte. Mais voilà, moi j'avais tellement de réflexions, voilà, j'avais rien d'autre à faire que de réfléchir, quoi. J'avais tellement de réflexions sur la vie, sur l'humanité, sur moi-même, qu'en fait ça me faisait tellement de bien parfois d'en parler. T'as le souvenir je sais pas, d'un échange avec l'un de tes proches en particulier, tu vois, un moment où t'en avais peut-être plus besoin qu'un autre, ou alors pas forcément besoin, mais tu t'es fait surprendre aussi par le contenu de votre échange? Ouais, alors j'en ai plusieurs, mais peut-être le plus marquant, c'est un moment vraiment charnière du voyage où j'arrive à la frontière turque et là je réalise que mon passeport a mal été tamponné quand je suis passé côté grec et que du coup en fait je suis illégal dans le pays. Et donc là c'est le début de la galère où voilà, non seulement ils veulent pas me laisser passer, mais en plus ils me demandent de retourner au poste frontière d'où je suis venu à plus de 2000 km, donc c'est-à-dire 2 semaines et demie d'autostop. Donc l'équivalent de Paris-Varsovie, quoi. Donc vraiment une distance énorme où là je me disais en fait si vraiment je dois faire ça, c'est la fin du voyage, quoi. Parce que si je retourne là-bas, après j'arriverai en plein hiver, même au milieu de l'hiver en Asie centrale et je pourrai plus faire d'autostop et ce sera trop galère. Donc là c'était un peu un moment hyper douloureux du voyage où j'ai vraiment été confronté à justement une fois de plus au lâcher prise en mode là c'est la fin du voyage, quoi. Donc là j'étais hyper démoli, quoi, et démuni et je savais pas quoi faire. Et donc là j'ai appelé mon père en lui expliquant la situation, et en fait il a réagi de manière qui m'a étonné. Il m'a juste dit Vianney, en vrai, genre là tout de suite tu peux rien faire, donc juste là ça fait 3 semaines que même presque 1 mois que tu dors tout le temps chez les gens, que t'es épuisé, que tu passes ta vie à faire des trajets et donc voilà, t'as une fatigue qui s'est accumulée, donc juste là tu prends une nuit de sommeil, tu réfléchis
à ce que tu vas faire. Et en fait, au lieu de venir avec une solution toute faite, il m'a juste dit non, là, juste tu ralentis, tu te calmes et tu prends du temps pour toi. Et en fait, ça m'a fait trop du bien d'avoir cet échange. Et bien évidemment, j'avais le défi de jamais dormir en auberge ou en hôtel. Donc là, j'ai fait une petite exception où en gros, mon père m'a dit non, mais là, cette fois, c'est comme si moi, je te croisais sur ma route et que je te payais et que je t'accueillais, quoi. Puis c'est ça aussi la vie, quoi. C'est des exceptions. Entre autres. Ouais, bah après, c'est dur, c'est hyper dur mentalement de se dire bon, bah là, je vais entre guillemets trahir mon engagement, enfin, ou en tout cas, ne pas le respecter. Ça a été hyper dur pour moi de l'accepter, mais voilà, une fois que je l'avais accepté, je me suis dit ok, genre là, c'est juste une nuit, tu reprends des forces et demain, tu réfléchis à une solution. Et en fait, là-bas, en allant à l'hôtel, je tombe sur un gars à qui je raconte. Enfin voilà, on s'entend direct hyper bien. Un Portugais qui parlait anglais et français et qui me dit bah viens, on va dîner ensemble ce soir. Et du coup, on prend un petit dîner ensemble dans cette petite ville de Turquie où il y a rien. Et je lui raconte, mais voilà, on se raconte un peu nos vies. Évidemment, moi, je lui raconte mon problème. Et il me dit non, mais je pense qu'il faut surtout pas que tu retournes là-bas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tentes de passer par un autre poste frontière. Et du coup, c'est ce que j'ai fait le lendemain. Donc, je passais par un autre poste frontière à 2 jours d'autostop à travers la montagne. Et finalement, j'ai réussi à passer comme ça. Mais voilà, donc en fait, c'est parfois aussi dans les moments un peu de crise et voilà, accepter de se remettre à l'autre et de pas forcément maîtriser, et aussi de ralentir et de prendre juste un peu de temps pour soi. Et ça, je l'applique aussi dans ma vie de tous les jours quand je sens que voilà, il y a trop de choses qui se passent dans ma vie. Bah non, allez, temps mort. Là, je reprends des forces et j'enchaîne ensuite. Et puis ce qui est beau là dans ce que tu racontes, c'est que c'est passé par ton père. Ouais, je pense qu'il y avait une forme de lucidité que moi, j'avais plus. Et donc c'est ça qui est chouette. L'autre grande découverte de ton voyage, c'est aussi l'accueil chez l'habitant, parce que comme tu nous l'as expliqué, du coup tu décides de ne jamais dormir en auberge, à l'hôtel, voilà, ou autre. Donc l'autre enjeu, c'est d'être accueilli le soir. Ouais. Donc c'est évidemment une immense aventure relationnelle, parce que tu fais l'expérience une fois de plus de la vulnérabilité aussi et de l'humilité, parce que aller toquer à la porte des gens, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, relationnellement, cette expérience pendant le voyage ? Je t'ai posé la même question pour l'autostop, mais tu dirais quoi ? L'autostop, j'avais déjà un peu d'expérience, donc évidemment, je sortais de ma zone de confort, mais je savais à peu près à quoi m'attendre. Autant loger chez l'habitant, pour moi, c'était complètement nouveau. Et les premiers jours, j'étais paralysé à l'idée d'aller toquer chez quelqu'un, quoi. C'était... Qu'est-ce que tu te dis alors justement pendant ces premiers jours ? C'est quoi les pensées ? J'ai tellement peur de déranger, quoi. Je vais faire chier les gens, ça se trouve, ils sont en train de vivre un moment trop cool et moi j'arrive, je les dérange. Et voilà, et aussi évidemment, y a un peu d'ego, donc t'as un peu la peur d'être rejeté, qui au début est pas évidente. Au fur et à mesure, on s'y fait. Et voilà, après, en fait, j'ai aussi appris à voir ce qui marchait. Et en fait, ce qui marchait le mieux, c'était pas forcément d'être toqué chez les gens, c'était de gagner la confiance de la dernière personne de la journée qui me prend en autostop. Et en fait, à un moment dans la discussion, souvent, il y avait ce moment où tu dors où ce soir ? Et moi, je disais, je sais pas, je verrai bien, j'ai ma tante s'il faut, ou j'irai toquer chez les gens. Et une fois sur deux, les gens me disaient, mec, viens chez moi, genre j'ai de la place et tout. Donc ça, c'était quand même une belle expérience, de me rendre compte qu'en fait, ce qui marchait mieux, c'était d'abord de créer du lien. En fait, quand je t'entends me parler, c'est pas du tout une question en plus que j'ai préparée, tu vois, elle me vient de manière assez naturelle, que ce soit à travers l'expérience de l'autostop ou l'expérience de l'accueil chez l'habitant. Il y a quand même cette espèce d'idée, tu vois, commune, que tu t'en remets quand même beaucoup à l'autre, tu vois, pour que ton voyage puisse se faire d'une certaine manière. Est-ce que ça t'est aussi arrivé de refuser, en fait, de t'en remettre à l'autre parce que t'as eu l'intuition que c'était pas OK, quoi ? Alors, il y a évidemment des soirs où j'étais épuisé au bout du rouleau et tout, où j'avais passé une journée éprouvante. Et du coup, j'avais pas envie d'aller chez l'habitant, j'avais envie de dormir seul dans une tente et d'être... parce qu'en fait aussi, mine de rien, être chez l'autre, il y a un côté fatigant parce qu'il faut être souriant, il faut être avenant, il faut être poli, il faut respecter l'autre. Du coup, voilà, moi qui suis quelqu'un d'introverti, passer beaucoup de temps avec des gens, ça m'épuisait beaucoup aussi. Et oui, il y a eu quelques fois où j'ai senti
J'ai senti des gens en autostop, par exemple, où ça allait pas le faire. Et voilà, typiquement quelqu'un qui arrive pleine balle, où je sentais que déjà il conduisait n'importe comment et que il avait la voix du mec qui avait un peu bu ou la voix du mec un peu défoncé. Bah là, du coup, je demandais toujours en premier où est-ce que vous allez. Et en fait, c'est bête, mais le fait de soi-même demander en premier, déjà, ça permet de prendre le lead sur la conversation. Et surtout, si le dit une direction qui est la même que nous, mais qu'au dernier moment on se dit ah ouais non en fait ce mec je lui fais pas trop confiance, ça permet juste d'avoir la légitimité ou la liberté de dire bah non désolé en fait c'est pas ma direction. Mais ça m'arrivait quand même très rarement. Enfin en vrai c'est déjà tellement dur de se faire prendre en stop que j'étais trop content dès qu'il y avait une voiture qui s'arrêtait. Mais ça force, ça développe aussi l'intuition. On a une acuité, je veux dire, aussi un peu différente quand on se retrouve dans cette situation. Ça c'est vraiment je sais pas si on peut dire compétence, mais un des enseignements c'est de très vite savoir si on peut faire confiance à telle ou telle personne. Et voilà, quand tu rencontres, quand tu montes dans 10 voitures par jour et que tu dors chez des gens tous les soirs, en fait, très vite, tu as cette sensibilité de dire, ok, lui, je sens qu'il le fait vraiment par plaisir et par joie. Lui, je sens que c'est un peu forcé, ou alors lui, je sens que ses intentions sont un peu bizarres et tout ça. Et donc, ça permet voilà, de refuser avec un peu plus de clairvoyance, quoi. Clairvoyance. Pendant qu'on a préparé l'entretien, tu m'avais confié que la Géorgie a été le pays qui t'a le plus marqué. Qu'est-ce qui t'a accroché ? La Géorgie, en fait, c'était un peu particulier parce que, évidemment, c'était juste après la Turquie. Donc, c'était un peu le pays de la délivrance, entre guillemets, où je me disais, incroyable, ouais, je peux continuer. Ensuite, très vite, je tombe sur ces deux guides de haute montagne qui me font découvrir, en fait, leur pays et qui sont hyper enthousiastes à l'idée de me recevoir, etc. Et donc, en fait, je me fais des amis hyper vite. Enfin, je rencontre leurs amis, etc. J'ai un endroit où loger pendant quelques jours, ce qui est rare de rester plusieurs jours d'affilée chez quelqu'un. Et en fait aussi, c'est le pays où j'ai passé le plus de temps, pas forcément par choix, mais juste parce que j'étais bloqué. Au départ, je devais attendre le visa pour l'Azerbaïdjan. Une fois que je l'ai reçu, j'ai appris qu'en fait, je pouvais y aller qu'en avion. Je ne pouvais pas y aller par voie terrestre. Donc là, coup dur, du coup, j'ai repassé une semaine à un peu réfléchir à par où est-ce que je pouvais passer. Est-ce que du coup je prends l'avion ? Est-ce que je passe par la Russie ? Est-ce que je passe par l'Arménie, l'Iran, le Turkménistan ? Est-ce que j'avais vraiment besoin de trouver une solution ? Du coup, j'ai un peu pris le temps. Et en même temps, j'en ai profité pour visiter ce pays qui est incroyable. Enfin, c'est un pays avec une diversité de paysages qui est juste folle. Au nord, il y a des montagnes trop belles. Enfin, c'est le Caucase avec des sommets à 5000 mètres ou plus. Il y a de la plaine, il y a du désert, il y a de la mer. Il y a des régions avec des lacs. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses trop belles dans ce pays et c'est un pays qu'on connaît mal. Les gens sont accueillants partout et voilà, mais là j'ai trouvé particulièrement accueillant en Géorgie. Et voilà, un peuple qui a aussi beaucoup souffert de l'oppression russe. Et voilà, ils sont un peu en tampon entre la Russie et la Turquie, qui est pas évident pour eux. Tout autour, il y a la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Enfin voilà, du coup, c'est un peuple qui a cette joie et cette hospitalité, cette générosité malgré la difficulté. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper percutant là-bas. Quitter le voyage et tu vois, revenir dans sa vie ordinaire, c'est une énorme étape, c'est une immense étape. Le dernier jour de ton voyage, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu te dis ? Oui, alors du coup, le retour était quelque chose que j'appréhendais, évidemment. Je reviens, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire en rentrant, j'ai pas de job, j'ai rien de prévu. En fait, tout est allé très vite, c'est-à-dire que j'étais la veille le soir même de partir, j'étais en train de faire du cheval au Kirghizistan dans les montagnes et j'ai fait de l'autostop avec un camion qui m'a amené directement à l'aéroport. Et du coup, en fait, j'ai passé très vite de full aventure à retour à la réalité. Là, je suis dans l'avion et je rentre à la maison, quoi. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu le temps avant en tout cas, de bien processer ça. Et t'avais prévu de rentrer en avion, du coup ? J'avais prévu de rentrer en train. En train, au départ. Et finalement, j'ai pas pu parce que quand je suis passé en Géorgie, une des conditions de la négociation pour passer, c'était de me faire bannir du pays pendant 2 ans.
Du coup, j'ai été banni de Turquie pendant 2 ans. Enfin, je suis toujours banni de Turquie pendant 2 ans. Et du coup, j'étais obligé de passer par la Turquie pour rentrer en train. D'accord. Ce que du coup, j'ai pas pu faire. Et du coup, voilà, j'ai fait ce choix-là de rallonger un peu le voyage et de rentrer en avion. D'accord. Qui était à contre-cœur parce que c'était pas du tout la philosophie Bah oui, du c'était voyage. pas ce que tu avais imaginé au départ. Donc t'as rien, tu sais pas comment va se dessiner ton avenir. Ouais, je sais pas, j'ai des petites envies, je ressens cette envie d'écrire sans vraiment savoir ce que ça pouvait donner. Complètement donc vraiment juste une forme d'intuition, un peu la même que celle que j'avais eue pour le voyage. Je me dis, bah là, il y a peut-être un truc à faire et ça me ferait plaisir d'aller au bout. Mais en même temps, bah, quand tu rentres, t'as direct tout qui t'arrive dessus, quoi. T'as tous tes proches, évidemment, ça fait trop plaisir de les voir. Mais du coup, qui te posent plein de questions. T'as tous les sujets administratifs tout bêtes qu'il faut régler quand tu rentres. Voilà, moi j'avais pas d'appart, donc aller trouver un appart et tout, c'est quand même des choses qui prennent du temps, de réfléchir à son avenir, en fait, tout simplement, ça prend du temps aussi, d'aller appeler des gens, etc. Donc je me suis un peu pris tout ça dans la figure. Et là, j'ai un peu pris le temps de ralentir et de me dire non, Vianney, genre ton voyage était trop beau et genre c'est trop beau ce que t'as vécu. Là, juste tu te laisses du temps pour relire tout ça et pour vraiment en tirer quelque chose pour ta vie, quoi. Et donc c'est là où l'écriture c'est un peu donné à moi, c'est-à-dire en me disant, bah, en fait, oui, la manière dont je vais pouvoir rester fidèle à tout ce que j'ai vécu pendant le voyage, c'est à travers l'écriture. Et donc c'est là où l'idée est un peu venue. Et donc l'idée de départ, c'était vraiment d'écrire parce que je ressentais le besoin et je le faisais surtout pour moi. Et après, voilà, si c'est publié, tant mieux, mais c'était vraiment un désir que j'ai ressenti au retour. Revenir, c'est aussi retrouver sa famille, ses amis, tous les autres, quoi. Comment tu vis ces premières retrouvailles? Dans quel état d'esprit t'es? Ouais, alors du coup, c'était assez intéressant parce que le lendemain de mon retour, j'avais organisé un peu une petite soirée de retour avec tous mes amis et tous mes potes. Et en fait, il se trouve que, juste problème de calendrier, mais ça tombe le soir de la demi-finale Maroc-France de la Coupe du Monde. Et du coup, en fait, au début, je me dis, bah zut, trop dommage, personne va venir et ça va être une soirée un peu bizarre et tout. Et en fait, c'était trop bien parce que du coup, il n'y avait que mes amis les plus proches qui sont venus. On était une petite dizaine. Moi, j'étais tellement content de pas devoir parler de mon voyage et de juste profiter de mes amis, passer un bon moment avec eux, sans être le centre de l'attention, sans devoir parler de ça. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien de juste les revoir et passer du temps avec eux. Et voilà, parler de foot ou parler de eux, comment eux avaient vécu ces derniers mois, ça me faisait grave du bien et j'essayais de pas trop parler de moi parce que c'était encore trop frais dans ma tête, quoi. Qu'est-ce que cette expérience, justement, elle a transformé à l'intérieur de toi, dans ton lien avec les autres? Tu m'avais évoqué l'importance pour toi, justement, de la vraie relation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, alors moi, ça a changé plein de choses, hein, mais effectivement, je pense qu'un des messages du livre que j'ai envie de mettre en avant, c'est effectivement le lien. Donc c'est pour ça que ce podcast est hyper pertinent, c'est en fait de chercher à créer du lien avec l'autre qui soit un lien vraiment authentique et vraiment profond. Voilà, en fait, c'est juste, je pense, être attentif à l'autre et être conscient que, voilà, en fait, moi, j'avais tout le temps l'impression de déranger au début du voyage et qu'en fait, non, on dérange pas. En fait, les gens, ils sont hyper généreux en accueillant chez eux ou en prenant notre stop, mais en fait, ils sont aussi tellement contents de pouvoir partager un petit moment d'humanité de rien du tout. En fait, c'est tout bête, mais ça fait partie des petits plaisirs qui rendent heureux, quoi. Et justement, cette espèce de vérité, tu vois, dans la relation dont tu as envie de te rapprocher, vers laquelle tu as envie de tendre, ce qui est évidemment pas si simple et ouais, c'est facile à dire. Toujours un combat quotidien, mais je veux dire, c'est ce qui te tient aussi et est important pour toi. Est-ce que tu trouves, quand on rentre d'un voyage comme celui-ci, qu'on peut être un peu, perçu comme étant quelqu'un, je sais pas, d'original, d'atypique, qui a quelque chose en plus? C'est de la pure projection, hein. Mais est-ce que justement, c'est dangereux, ça? Alors évidemment, il y a beaucoup de ça. C'est bête, mais le premier truc qu'on me dit quand on me voit en général, c'est l'aventurier, l'écrivain, nanana. Et c'est trop bien. Et évidemment, c'est un peu ce que je suis, mais en fait, je suis pas que ça. Et c'est important de rester vrai, de rester soi-même et
et de pas s'enfermer dans un personnage qui est socialement valorisé ou qui en tout cas qui est vu comme original et courageux ou ce qu'on veut, enfin voilà, tout ce qu'on veut, toutes les attentes qu'on peut projeter sur des gens qui font des choix différents. De pas s'enfermer là-dedans et de dire ouais ok bah évidemment il y a un peu de ça, mais voilà, surtout moi je suis Vianney, je suis quelqu'un de pas normal, mais voilà. Bah si, ouais. Voilà, j'ai rien de plus que toi, quoi. Enfin, en fait, on a les mêmes galères, on est tous les deux humains, on a les mêmes galères, et viens juste, on crée du lien et on se projette pas des choses sur l'autre, on apprend vraiment à se connaître. Tu dirais que c'est quoi ta vision de la relation aujourd'hui, la relation humaine, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc du coup, il y a tu parles de vérité, du fait d'être plus proche, tu vois, de ce qu'on est vraiment. Bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose autour duquel on ne cesse de tourner tout au long de notre vie. Oui, on a tous cette envie-là, cette ambition-là, je pense. Et on passe notre temps à tourner autour, quoi. Est-ce qu'on y accède vraiment de manière absolue un jour? C'est difficile de répondre. C'est clair, et puis surtout, c'est quelque chose qui est hyper facile à dire quand on vit dans une forme d'abandon, dans un voyage comme ça, où en fait on n'a pas le choix. Et du coup, en fait, c'est pas facile parce que c'est toujours une forme de sortie de sa zone de confort, mais il y a quelque chose d'un peu hypocrite de dire regardez, moi j'ai réussi à le faire en voyage, maintenant il y a juste à le faire dans la vraie vie. Bah non, parce qu'en fait t'es rattrapé aussi par la choses, réalité te met des claques et te fait comprendre que c'est pas si simple. Et je dirais ma vision du lien, c'est une question hyper philosophique, hyper profonde. Voilà, en tout cas moi je suis convaincu un des sens dans ma vie, c'est de créer des liens profonds et tisser des liens vraiment forts avec l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas juste des gens qui me ressemblent, mais dans l'humanité un peu dans son ensemble. Et donc ça veut dire assez souvent sortir de sa zone de confort et aller se confronter à des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Ou le voyage. Ou le voyage, effectivement. Parce que finalement, c'est aussi une façon d'explorer d'autres façons, tu vois, d'être en lien avec les autres. Et c'est peut-être finalement aussi ce qui te parle tant, quoi. Ouais, ou alors en allant créer un podcast. Et du coup, parler à des gens dont on n'aurait pas l'habitude de rencontrer. Et du coup, de se forcer à rencontrer ces gens-là. Et je pense qu'en fait, c'est tellement enrichissant. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de manières d'aller à la rencontre des autres. Et on cherche tous notre façon. Moi, ça a été par le voyage, mais en fait, il y a 1000 manières différentes. Et alors, est-ce que tu as des projets? Alors, il y a ton livre, du coup, qui sort le 17 janvier. Et c'est quoi la suite Tu dirais quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui sommeillent. Évidemment, quand on vit une expérience comme ça et qu'on vit des choses aussi fortes, on a une certaine exigence pour le reste de sa vie, on va dire. Moi, en fait, ce qui sommeille, c'est juste de rester fidèle à tout ce que j'ai pu vivre. Ça veut dire trouver un projet qui m'anime vraiment, comme tu disais au début, dans le monde du voyage d'aventure et tourisme responsable. Je pense que moi, une de mes missions, c'est d'essayer de changer le rapport au voyage. On a ce rapport un peu, parfois un peu dangereux et un peu toxique de juste, un voyage où on veut tout optimiser, on veut juste du soleil, et en fait, non, le voyage, c'est tellement plus que juste prendre un avion pendant 2 semaines et partir à l'autre bout du monde et se faire kiffer. Et voilà, donc en fait, en proposant et en racontant mes expériences de voyage, j'aimerais essayer de, en tout cas, faire réfléchir les gens sur eux, leur propre rapport au voyage, avec évidemment toute cette réflexion écologique derrière, qui est pour moi impossible à ignorer aujourd'hui. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.